En disant ça, le journaliste Jean-Michel Apathy a lancé une énorme polémique. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Quand il parle d'Oradour-sur-Glane, il évoque des événements de juin 1944. Dans la petite ville du Limousin, une unité de soldats allemands a massacré 642 hommes, femmes et enfants. Ces propos ont relancé le débat sur les massacres et les exactions commises par la France pendant la colonisation de l'Algérie, de 1830 à 1962. La journaliste Florence Baugé, que vous allez voir dans cette vidéo, a participé à révéler les tortures de l'armée française en Algérie. Arrivée au monde en l'an 2000 à 50 ans, après une carrière en radio, elle a consacré 5 ans de sa vie à ce sujet. Et ce qu'elle raconte, c'est les rebondissements d'une affaire qui l'a fait remonter jusqu'à la plus haute hiérarchie militaire française. On a trouvé son témoignage tellement intéressant et instructif sur une période de l'histoire très mal connue qu'on a décidé d'y consacrer 2 vidéos. Dans la deuxième partie, elle racontera les horreurs commises par un jeune député en 1957, Jean-Marie Le Pen. Le point de départ, c'est que quand je vais en Algérie pour la première fois, c'était pas la première fois, mais la première fois pour le monde, j'ai été frappée de ce que tout le temps le passé et le présent se mélangeaient. On me parlait tout le temps de la guerre d'Algérie. Je ne savais jamais si on me parlait de la guerre de la décennie noire qui venait de se produire, la guerre civile des années 90, ou de la guerre d'indépendance. Et en fait, c'était pratiquement toujours de la guerre d'indépendance qui avait tellement marqué les esprits que personne ne s'en était relevé. Et j'avais au fond de la tête, de toute façon, une tâche personnelle à accomplir. Mon beau-père, qui avait été militaire, avait reçu une lettre d'une Algérienne, une indépendantiste algérienne qui disait avoir été torturée en 1957 au PC du général Massu, qui était le grand patron de la 10e division parachutiste. Et elle avait été sauvée de la torture et des viols, elle ne disait pas le mot viol à ce moment-là, par un certain commandant Richaud. J'ai été détenue pendant 3 mois. Et on m'a interrogée tous les jours. On vous a torturé, mon petit. Qui vous a fait ça? Et elle voulait retrouver ce Richaud pour le remercier. Donc, si vous voulez, tous mes premiers séjours en Algérie, je les ai faits professionnellement pour Le Monde et de façon privée pour aider cette femme à retrouver Richaud. Jusqu'au jour où je lui ai dit, je n'arrive pas à retrouver Richaud, qui doit d'ailleurs être mort, mais si tu veux bien, on va écrire ton histoire et si Le Monde l'accepte, ça va faire suffisamment de bruit pour que tu puisses espérer un écho et retrouver ce Richaud ou ses descendants. Donc c'est ce qui s'est produit. Cette histoire a été publiée le 20 juin 2000 à la une du Monde. Elle a eu un écho considérable. Moi-même, j'étais pas là au journal ce jour-là quand elle a été publiée, ce qui fait que je me suis retrouvée au kiosque en voyant l'histoire de Louisette, puisque le nom de cette femme, c'est Louisette Irilaryz, qui cherchait le commandant Richaud. Et elle a eu un impact énorme parce que elle passionnait, si vous voulez. Il y avait l'horreur d'un côté, cette femme qui dénonçait ses tortures et ses viols. Quand on voit le purin et les excréments, on essaye de les éviter. Moi, j'étais dedans. Mais il y avait aussi le côté fraternel en voulant dire merci à son sauveur. Je crois que c'est ce qui fait que l'histoire a eu tant d'écho. Je l'avais pas écrite intentionnellement comme ça, mais il se trouve que c'était le fond de l'histoire. C'était pas vraiment seulement dénoncer, mais remercier. Et là, je me suis retrouvée avec un problème majeur, c'est que Edoui Plenel n'a pas cru à mon histoire et elle avait été publiée finalement sans son accord. Il n'était pas là le jour de la publication. Donc il n'y avait que le point de vue de Louisette Irilaryz, il n'y avait pas la défense de Massu et de Bijard, qui étaient encore vivants à cette époque. Et il m'a dit que j'avais fait une faute professionnelle. Ce en quoi je me suis défendue en lui disant il y a des rédacteurs en chef, il y a un directeur de la rédaction, et je ne pensais pas que l'article serait publié tel quel, comme ça. J'ai essayé de me défendre. Le ton est devenu assez virulent entre nous, au point que j'ai donné ma démission du Monde. J'y étais entrée 6 mois plus tôt, en janvier 2000, et en juin 2000, j'ai donné ma démission à Plenel en lui disant « Bon, ben, puisque tu ne me crois pas, je préfère partir. Mais je vais retourner en Algérie demain, sous-entendu à mes propres frais, et des Louisette Irilaryz, donc des histoires de viol, je te ramènerai par dizaines. » Il m'a répondu « Tu vas aller faire une interview de général Massu, qui est incriminé dans l'article, et une autre de Bijard, incriminé lui aussi, et ça sera ta punition. » Ce qui a relancé notre affrontement.
Mais j'ai été faire ça, faire une interview de Massu et de Bijard, 2 interviews qui sont passées le lendemain. Ces 2 interviews se passent de façon diamétralement opposée. Je commençais par Massu, qui, à ma grande surprise, d'abord ne m'a pas accablé de reproches comme je pensais qu'il allait le faire. Et là, à ma grande surprise, il m'a dit « Mais vous savez, ce commandant Richaud que votre ami, c'était pas une amie, mais lui, il la prenait pour une amie, que votre ami recherche, Louisette Irilaris, c'était un de mes meilleurs amis, c'était le médecin militaire de la 10e division parachutiste. Donc c'était Massu qui validait l'histoire de Louisette. Et comme il en a parlé au passé, je me suis douté tout de suite que ça voulait dire qu'il était mort. Et en effet, là encore par Massu, j'ai appris, et puis Louisette a appris comme ça aussi, que Richaud était mort 2 ans plus tôt. Et Massu, dans la foulée, c'est là où l'interview a eu un impact considérable, me dit, tout ça c'était au téléphone, me dit, quand je repense à l'Algérie, cela me désole, on aurait dû faire autrement. Et il parlait de la torture. Quelques minutes plus tard, j'appelle le général Bijard, qui lui, à l'opposé, m'insulte, m'injurie, parle de lui à la 3e personne. Vous avez fait du mal à la France, vous vous en prenez à Bijard parce que c'est un héros et tout ça. Et il me dit, je vais vous mettre à genoux, je vais faire un procès au monde et je mettrai votre journal à genoux. J'ai toujours vécu pour la France. Bijard, torturant, violant les femmes, laissez-moi rire, je suis incapable d'écraser un poulet sur la route, voilà tout ce que j'ai à dire. Mais tout ça, c'est tellement d'un ridicule, d'un faux. Je me demande qui a pu manipuler cet article 45 ans après. C'était la première fois depuis l'indépendance que l'un des acteurs les plus éminents, si vous voulez, de la guerre d'Algérie, et surtout de ce qu'on appelle improprement la bataille d'Alger, reconnaissait publiquement non seulement l'utilisation de la torture, mais regrettait son usage. Donc oui, ça a eu un retentissement considérable. Les regrets de Massu, c'était quand même énorme. On m'a demandé d'aller très vite, le plus vite possible, étant donné le mal que faisaient les Félagas dans Alger même, la campagne de bombes qui tuait beaucoup d'innocents. Il fallait y aller. À partir du moment où il faut y aller, s'ils ne voulaient pas parler alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On était obligé de les secouer un peu. Je les regrette évidemment, je regrette qu'ils soient allés à ce point-là. Ensuite, c'est Edoui Plenel qui m'a demandé à juste titre de continuer, de poursuivre ce travail, mais il m'a dit, mais en essayant de privilégier les acteurs de la guerre d'Algérie et non pas les victimes, parce que les victimes, malheureusement, on en a déjà beaucoup. Pour valider leur histoire, il faudrait des acteurs. Et c'est là que je suis arrivée à Osarès, quelques mois plus tard. Osarès, j'ai vu un jour, dans un entrefilé, une petite interview dans le journal du dimanche, tout ça dans ce remue-ménage de la suite de l'histoire de Louisette Irilaris. On l'interrogeait et lui répondait de façon assez cynique. Il disait que son histoire n'était pas possible et tout, mais il avait l'air tellement cynique que je me suis dit finalement c'est peut-être bien le bonhomme dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'un angélique, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a envie de parler, qui a des choses à dire. Et je prends contact avec lui via le journal du dimanche. Et c'est lui qui m'appelle un jour au téléphone et on se fixe rendez-vous. Et à partir de là, il vient 2 fois par semaine pendant à peu près 1 mois et demi prendre un petit déjeuner au Monde avec moi à la cafétéria. Et là, lui, en fait, il avait envie de me parler de la Deuxième Guerre mondiale. Il était un des héros de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait sauté derrière les lignes allemandes en parachute et en uniforme allemand. Il avait été décoré de la Légion d'honneur. C'était un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il avait été en Indochine et puis en Algérie. Petit à petit, j'en apprends de plus en plus. Je découvre l'ampleur d'un système qui a été mis en place et pas simplement des bavures. Et on nous basculait la tête dans la baignoire. On ne pouvait pas respirer, on était obligé de boire ça. Et c'était la torture la plus féroce. C'était une torture d'État et qui ne datait pas du tout de 1957, la bataille d'Alger, entre guillemets, ou de 1954, le début du soulèvement. Ça datait de 1830, les débuts de la colonisation. La torture était un mode d'interrogatoire dans les PC de gendarmerie et dans les commissariats. C'était le tableau de la torture. Ici, les torturés, ici, par terre.
Et il y avait aussi une torture spécifique pour les hommes à l'époque qui était affreuse, psychologiquement et physiologiquement. C'était la torture de la bouteille, le supplice de la sodomie par la bouteille. Et le viol des hommes, donc, dont on ne parle jamais, a été très très fréquent en Algérie pendant l'occupation française. Et s'est ajouté le viol des femmes à partir du début de la guerre d'indépendance. Et ça a été massif aussi. Et ça reste l'angle mort des historiens. Je le rappelle souvent, mais on n'a évidemment pas d'archives là-dessus, pas d'archives militaires. Et l'ouverture des archives ne donnera rien là-dessus. Les archives privées, oui, parce que dans les journaux de bord des anciens appelés, j'en ai lu beaucoup de témoignages sur les viols. Et moi, personnellement, par exemple, je connais une famille où sur 8 filles, 6 ont été violées et la dernière avait 7 ans. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. On parle pudiquement d'opération de maintien de l'ordre. Mais c'est un conflit long, cruel et douloureux qui fera plusieurs centaines de milliers de morts. Il n'y a pas que des tortures, c'est vraiment des assassinats. Hein. Des exécutions sommaires qu'on appelait à l'époque des corvées de bois avaient eu lieu. Les crevettes Bijar, c'est-à-dire des détenus algériens qu'on jetait dans la mer du haut d'hélicoptères. Paul Ossarès, militaire, enlevait les gens et les exécutait après les avoir ou non interrogés et torturés. Il m'a dit tout ça au fur et à mesure, mais si vous voulez, pendant nos petits déjeuners, je dirais que les 2 tiers portait sur ce qu'il aimait, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, et le dernier tiers, c'était sur l'Algérie. Il se forçait un peu, presque pour se montrer aimable vis-à-vis de moi, à m'en parler. Mais je lui ai demandé un jour s'il avait lui-même exécuté des gens, et là, il s'est fermé brutalement, et il s'est levé, il est parti. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être été un peu trop loin. Et en fait, il est revenu, il m'a parlé à nouveau, en me disant qu'il avait exécuté 24 personnes de sa main. Je pense que ce chiffre est, à mon avis, ne vaut pas grand-chose. Je veux dire, il est en deçà de la réalité. Il était à la tête d'un espèce d'escadron de la mort. Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires? Oui. Vous avez exécuté combien de gens? Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du Monde, Florence Bourget. Eh bien, j'en ai exécuté 24. Est-ce que, comme le capitaine que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez des remords? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer? Non, non, non. Alors vous devriez en avoir des regrets, vous devriez vous dire c'est pas comme ça qu'on mène la guerre? Écoutez, nous n'avions pas le choix. En 2002, il se trouve que Jean-Marie Le Pen est arrivé en bonne place dans la course à l'Élysée. Et là, Plenel nous a demandé à tous les journalistes du Monde de lui trouver des angles intéressants sur Jean-Marie Le Pen, tout ce qu'on savait pour traiter le sujet au mieux. Sur le terrain, j'ai découvert les méfaits commis qui étaient assez considérables. Il avait inauguré ce qu'on appelait, ce que j'ai appelé la torture à domicile.